On est ravis d'accueillir ce matin Éric Coquerel. Bienvenue sur notre plateau sur LCI, député de la France Insoumise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. On va parler bien sûr de cette commission mixte paritaire qui s'ouvre concernant la loi immigration. Emmanuel Macron a fait une déclaration hier en disant qu'il pensait qu'un compromis intelligent était possible. Est-ce que vous pensez qu'un compromis peut être trouvé avec cette CMP qui s'ouvre lundi ? Je pense que ça va être compliqué parce que je crois comprendre que les Républicains n'ont pas spécialement envie de faire de cadeaux au camp macroniste pour aller vite. Donc ils vont rester, à mon avis, sur la version Sénat, extrêmement droitière, qui tire le texte de manière encore plus sécuritaire. La version Retailleau, voilà, la version du Sénat. Je pense qu'ils ne bougeront pas et qu'à partir de là, il y a deux solutions. Soit la CMP n'est pas conclusive, j'ai cru comprendre que dans ces cas-là, le texte était retiré et nous avons gagné, puisque nous, c'est ce que nous souhaitons. Soit, finalement, les membres de la majorité qui sont dans cette CMP, entre parenthèses, plient devant LR, présentent à l'Assemblée nationale mardi un texte qui sera peu ou prou celui du Sénat. Et dans ce cas, je pense qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée. Dans les deux cas, je pense donc qu'on est plutôt bien parti pour que ce texte ne passe pas et j'en suis satisfait. Emmanuel Macron. Il faut attendre. Hein, oui, c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est le scénario le plus probable. Attendre, c'est un feuilleton d'ailleurs qui dure, ça y est, depuis le début de la semaine. Emmanuel Macron a promis que le texte, en tout cas, ne passerait pas par 49.3. Donc en effet, soit il sera voté, soit il sera abandonné. Vous y croyez, clairement ? Qui passe pas par 49.3 ? Oui, parce qu'il y a deux raisons. D'abord, ils sont pas très tranquilles d'un point de vue constitutionnel. Je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais en gros, le 49.3, vous avez le droit qu'à un 49.3 en dehors du budget sur les questions quand vous êtes dans une session ordinaire. Il se trouve qu'ils ont fait passer une loi de programmation des finances publiques, une deuxième version. La première est passée en séance extraordinaire, la deuxième en séance ordinaire, et que pour l'instant, les constitutionnalistes, c'est pas très clair de ce qu'il ferait si jamais il y avait un recours. Bon, donc au-delà du symbole d'utiliser une nouvelle fois le 49.3, il pourrait y avoir une impossibilité constitutionnelle. Et puis ils ont un deuxième souci, c'est que s'ils utilisent le 49.3, il y aura une motion de censure. Et celle-là, elle peut passer. Je pense qu'elle peut passer. On a vu ce qui s'est passé avec le rejet. Exactement. Voilà, on ne s'y attendait pas pour les mêmes raisons que bien je viens de dire, parce que là, pour le coup, le rejet, quelle a été la particularité de ce rejet ? C'est que depuis le début à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il y a une proposition de rejet faite par la gauche, là c'était en l'occurrence Europe Écologie qui le portait, LR ne l'a jamais voté. Là, pour la première fois, ils l'ont voté. Et je pense qu'il peut y avoir une rebelote sur une motion de censure, y compris peut-être venant de LR. Et dans ces cas-là, je voyais bien le problème pour le gouvernement. Donc c'est, à mon avis, les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas du 49.3. Alors justement, c'est mauvais dans ce texte, clairement, pour vous, quand même ? Ce qui est mauvais, en dehors de la version... Dans le texte de départ, en tout cas, défendait le gouvernement, parce que la version du Sénat est le problème, c'est que c'est le 22e texte en 30 ans qui quelque part, chasse toujours sur les terres de l'extrême droite. Qu'on laisse penser que le problème majeur de ce pays, c'est l'immigration, ce que je ne crois pas. Je crois qu'il y a un problème d'accueil de l'immigration, c'est ça qui crée le problème, mais pas de l'immigration en tant que telle. On y reviendra si vous voulez plus en détail. Et ce texte, finalement, durcit les conditions d'accueil, durcit les conditions de maintien des migrants sur ce territoire, y compris, par exemple, en faisant en sorte que l'éloignement soit beaucoup plus assujetti à des décisions administratives. C'est pas moi qui le dis, ça c'est Claire Hédon, la défenseur des droits. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui laissent penser qu'en gros, l'immigration est une chose mauvaise en soi, qu'il faut éloigner, qu'il faut repousser, quitte à abandonner, y compris certains éléments de notre état de droit. Bon, donc voilà, et en plus, c'est un texte qui ne résoudra rien. Parce que dans la réalité, la France aujourd'hui, si je compare par rapport aux autres pays européens, et alors encore plus par rapport aux autres pays au niveau mondial, n'est pas un grand pays d'immigration, ce n'est pas vrai, on est largement en dessous de la moyenne de part d'étrangers aujourd'hui en France par rapport à la moyenne européenne. On sait qu'en réalité, au niveau immigration de travail, et c'est ce qui explique qu'il y ait autant de travailleurs sans papier qu'il faut régulariser, on a une très faible taux d'immigration de travail, beaucoup trop faible par rapport aux besoins de l'économie. Donc ce texte, en réalité, c'est un texte démagogique qui va sur les terres du RN, et qui tend aussi à diviser les Français. Le problème d'Éric Coquerel, c'est que l'opinion s'était extrême droitisée, si j'ose dire, et qu'elle adhère, si j'en crois tous les sondages, aux mesures proposées restrictives, effectivement, qui ne sont pas des mesures d'ouverture. Mais je ne le crois pas, ça. Non, je ne crois pas, c'est raison. Je pense que nous avons plus, aujourd'hui, un espace, entre guillemets, politico-médiatique, alors je me méfie quand je dis ça, mais qui s'extrême droitise, c'est-à-dire qui reprend les thèmes au fur et à mesure du RN, à commencer par exemple par la droite républicaine, qui aujourd'hui dit des choses à l'Assemblée où on a l'impression qu'ils sont à droite du RN. C'est pas que le RN a changé, c'est qu'eux ont changé. Bon, et c'est aussi vrai du côté du camp macroniste, c'est aussi vrai sur certains médias. Je veux dire, c'est quand même pas banal, excusez-moi, qu'aujourd'hui, vous ayez des médias lourds, des médias mainstream qu'on appelle, qui soient des médias d'extrême droite. Que CNews, que le JDD, que Europe 1, etc., soient des médias qui véhiculent des choses d'extrême droite, c'est pas banal. Et je pense que ça passe plutôt par là. Alors, à la fin,
moi, je connais à peu près la situation dans les zones rurales. Vous regardez la télé en permanence, les chaînes d'infos, etc. Quand on vous dit, y compris si vous n'avez pas beaucoup de migrants dans votre coin, parce que c'est souvent ça, que le problème fondamental, ce qui explique que le terrorisme, c'est les migrants, ce qui explique la délinquance, c'est les migrants, etc. Au bout d'un moment, ça finit par infuser les esprits. Tout peut pas être de la faute des médias. Quand on voit les sondages, il y a quand même, on le voit aussi non, pas tout, sur les électeurs, y compris les électeurs de gauche et de la NUPES, il y a quand même une courte majorité, mais il y avait une majorité de ces électeurs qui disent qu'ils étaient favorables à une loi immigration. Et vous avez aussi une grande majorité de Français qui pensent qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier. Regardez bien. Ça faisait partie de la loi d'ailleurs. Non, ce qui faisait partie de la loi. En partie pour les travailleurs. Ce qui fait partie de la loi, c'est que il y avait passait dans la loi l'équivalent du décret Valls, qui est très très insuffisant par rapport aux situations aujourd'hui qui sont devant nous, c'est-à-dire le fait qu'effectivement il y a des gens dans ce pays qui sont sans papier, qui ne veulent pas être sans papier et qui sont employés pour faire. À la fois, ça fait baisser le coût du travail, c'est-à-dire qu'il y a une question qui arrange quelque part une certaine partie du patronat. C'est le problème de l'appel d'air si jamais il y a une régularisation massive. Ça, c'est quelque chose que vous ne. Il y a une demande attendez, de nouvelles on s'entend bien. règles. Nous, on est pour régulariser les gens qui travaillent dans ce pays, d'accord. Plus pour des raisons normales de convention internationale, les enfants qui sont scolarisés. Bon. Et je ne pense pas que ça fasse une appel d'air. Il y a pas. Encore une fois, il y a pas. Si vous regardez depuis quelques années, la France, c'est pas l'endroit où vous avez la plus grande arrivée de migrants. D'abord parce que. Donc c'est un fantasme selon vous, ça. Je pense que c'est très largement construit. Il n'y a pas de vague migratoire en France, par exemple. Il y a une demande de nouvelles règles, en tout cas, de la part des Français. On sent qu'ils ont envie que le législateur se penche sur le sujet, parce que là, finalement, ce qui va peut-être se passer, c'est que rien n'aboutira sur rien. Oui, mais ça, c'est pas grave, parce que ce texte ne résoudra rien. Il ne fera que durcir les conditions d'accueil, en tout cas des migrants. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait, à un moment donné, qu'on ait une approche des politiques migratoires qui ne soit pas cette approche démagogique. C'est-à-dire qu'on considère, y compris que c'est pas vrai, nous sommes un pays qui a besoin de migrants. Voilà. Nous sommes un pays qui a besoin de migrants. Et qu'on regarde dans l'intérêt des deux côtés, quelle serait la manière d'organiser la migration dans ce pays. Or, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des politiques qui sont des politiques repoussoires ou des politiques qui criminalisent quasiment le fait d'être en situation, par exemple, irrégulière dans ce pays. Donc, c'est pas réaliste. Ça ne correspond pas à la situation actuelle. Bon, réglons des problèmes. Par exemple, Calais, il y a un problème. Donc, il faut revoir les accords du Touquet. On n'a pas forcément vocation avec les gardes-barrières des Anglais pendant des années. Il y a encore une fois, les problèmes sont plus la question de l'accueil des migrants que de la question des migrations elles-mêmes. Moi, j'étais en voyage parlementaire au Cameroun. Eh bien, le Cameroun reçoit beaucoup plus de migrants, par exemple, alors que au niveau économique, je ne vous dis pas, c'est pas la même situation qu'en France, on reçoit beaucoup plus de migrants que la France, par exemple, chaque année. Et eux, ils considèrent que c'est une chance. Ils réfléchissent à la manière d'intégrer. Ils réfléchissent, ça c'est nécessaire aussi, au pourquoi les gens partent et voir avec les pays de départ s'il n'y a pas des possibilités que les gens reviennent dans des bonnes conditions, parce qu'il faut régler les causes. Si les gens partent, risquent leur vie sur la Méditerranée, c'est qu'il y a des causes économiques, des causes climatiques et autres. Aussi dans leur pays. Voilà. Donc ça, au niveau mondial, il faudrait y réfléchir à ça, parce que les gens partent pas par plaisir, risquent pas leur vie par plaisir, mais en tout état de cause, ceux qui sont aujourd'hui dans le pays, faisons en sorte de les intégrer pour la plupart. Je ne dis pas que tout le monde peut rester, en tout cas ceux qui travaillent, ceux qui étudient, etc., faisons en sorte qu'ils vivent de manière sécurisée, et vous verrez qu'il y aura moins de problèmes. En tout cas, le feuilleton n'est pas terminé sur la loi immigration, on l'a bien senti. On voulait vous parler aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui a repris des meetings cette semaine. Il est quand même en mode victimisation. On a entendu beaucoup qui reprochent au monde politique et médiatique de s'en prendre à lui. Vous avez l'impression que les Insoumis sont victimes en ce moment ? Écoutez... On n'est pas. Ce que je constate, c'est que on est un bouc émissaire facile. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on dit quelque chose, on se fait lyncher, c'est ça. On entend beaucoup ce discours-là. Il se trouve que j'étais au Cameroun quand j'ai vu ça. Je vois Jean-Luc Mélenchon avec le président du Sénat ayant cette interjection incroyable de lui dire fermer sa gueule. Il lui dit ferme ta gueule, voilà. Ça n'a pas fait scandale dans les médias. On en a beaucoup parlé. Oui, on a beaucoup parlé, mais j'ai même vu, c'est le langage de la vérité, etc. Je veux dire que ça n'a pas été au niveau de ce qu'on nous met, excusez-nous, sur la tête par rapport à certains tweets et autres. Donc oui, je trouve qu'il y a une façon disproportionnée de faire les choses. Et je vais dire pourquoi. Et je crois d'ailleurs que, en partie, un peu, maintenant, le gouvernement se rend compte un peu qu'il a été un peu trop loin. C'est qu'ils ont considéré
que l'opposition qui était à abattre, c'était l'opposition, l'alternative que nous pouvions être par rapport au système, c'est en gros la gauche que nous représentons, une gauche de rupture, et qu'ils ont tapé. Ils se sont rendus compte depuis quelques temps qu'à force de nous taper, ils étaient en train de favoriser le Rassemblement national qui, ni vu ni connu, était en train de se banaliser sans changer aucunement ses idées par ailleurs. Mais Éric Coquerel, au-delà de la querelle politique, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout peut-être un constat à faire et dire parfois, peut-être que dans votre discours public, il y a des erreurs qui ont pu être commises. Il y a eu des maladresses. Je ne vais pas vous redemander si le Hamas est une organisation terroriste ou pas, parce qu'on n'est plus dans ce débat-là. Non, allez-y. Mais si autant de gens ont mal perçu ce qui a été dit ou mal vécu ce qui a été dit, peut-être qu'il y a eu un problème d'expression de votre part. Peut-être aussi que, excusez-moi, vous avez aussi une part de responsabilité. Mais c'est pas toujours de la faute des médias. Oui, vous dites que l'immigration c'est la faute des médias, c'est compliqué. Les médias, vous avez un pouvoir quand même. D'accord, mais tout n'est pas de notre faute. Je n'ai pas dit que tout est de votre faute. Jean-Luc Mélenchon, prenez votre part aussi. Quand, par exemple, attendez, je prends le groupe. La question que vous quand, par exemple, face à une analyse qui explique pourquoi nous refusons de caractériser le Hamas comme groupe terroriste, je peux y venir rapidement si vous le souhaitez. On se fait quasiment traiter d'antisémite. C'est pas une façon de débattre. Nous, on a toujours, à partir du moment où on a pris connaissance du type de massacre qu'a commis le Hamas, on a condamné, on a même été les premiers à demander à réclamer que ça soit caractérisé comme crime de guerre. Le lundi qui a suivi le 7 octobre par Manu Bompard sur France Info, et moi j'ai condamné la veille. Par contre, nous refusons le fait de considérer que nous serions dans une guerre entre le bien et le mal, ce que veut installer Netanyahou, c'est-à-dire en gros comme la guerre avec Daesh, où il y aurait d'un côté Israël dans le camp du bien et de l'autre côté le Hamas dans le camp de certains moments on dit que le Hamas était un mouvement de résistance. Je considère, j'ai pas dit ça, je considère, bien évidemment, c'est pas ça le problème, mais des massacres, des bombardements à Gaza qui font presque 18 000 morts, c'est aujourd'hui, on peut parler de crimes contre l'humanité. Moi, je considère que nous sommes dans une guerre coloniale. Ça n'excuse pas toutes les formes, à un moment donné, d'action que peuvent connaître ceux qui en sont victimes. Et c'est pour ça que je condamne ce qu'a fait le Hamas. Mais nous sommes dans une guerre coloniale. Et pourquoi c'est important de le dire ? Parce que c'est pas la même chose si vous êtes dans une guerre entre le bien et le mal, entre les démocraties et une forme intégriste de l'islam qui veut installer des califats, etc. Vous n'avez pas les mêmes réponses que si vous êtes une guerre coloniale. Si vous êtes dans une guerre coloniale, vous demandez le cessez-le-feu et vous demandez des négociations internationales pour que les droits du peuple palestinien soient reconnus. Ce n'est pas les mêmes issues. Et c'est la raison pour laquelle nous avons refusé, d'ailleurs j'ai vu que vos confrères de l'AFP expliquaient pourquoi aussi, parce que l'organisation, dire qu'une organisation est terroriste, je veux dire, quelque part, ça qualifie, ça termine le débat. On n'a plus justement cette analyse rationnelle que je suis en train de vous donner. Voilà les raisons pour lesquelles vous voulez. Est-ce qu'on n'a pas le bien et le mal, pardon, vous faites d'Israël le mal dans votre description. Non, je peux dire, alors qu'Israël peut aussi revendiquer un droit à l'existence, un droit. Je considère que le gouvernement de Netanyahou, bien sûr, je considère que le gouvernement de Netanyahou, avec des suprémacistes et des racistes, qui a installé depuis quelques années, y compris une citoyenneté totalement basée sur la religion, c'est pas le bien. Ça, je vous le dis. Je pense même. Mais vous ne considérez pas que le Hamas est le bien non plus, j'imagine. Alors voilà, je pense que quelque part, pour le coup, le Hamas du côté palestinien, il y a deux choses qui se comparent avec le gouvernement de Netanyahou. C'est que les deux refusent aux autres le droit d'existence. Le gouvernement de Netanyahou, il accentue contre toute résolution de l'ONU depuis des années en Cisjordanie les colonisations de manière accrue. Et ça n'a pas fait vraiment la une de l'actualité jour après jour dans des conditions intolérables. Il organise le blocus de Gaza, c'est contre toutes les résolutions de l'ONU. Pourquoi ? Parce que son objectif, il l'a dit en septembre 2023, c'est de faire en sorte que la Cisjordanie et Gaza ne puissent plus être des entités palestiniennes, mais soient intégrées Israël. Je ne suis pas sûr que ce que vous dites va calmer la colère de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, mais en tout cas, merci. Mais vous avez eu le temps d'exprimer clairement à ce sujet, justement, vous avez eu le temps d'expliquer votre point de vue. Merci beaucoup, Éric Coquerel. La météo, ouais. Avec Aurélie Dioum.